Masisi. Les Wazalendo en force, l'attaque M23 RDF à Kabaré déjouée. Dans les brumes matinales du Sud Kivu, où les collines verdoyantes masquent à peine les cicatrices d'un conflit ancestral, des explosions ont déchiré le silence à l'aube, rappelant au monde que la paix signée sur papier n'efface pas les ambitions territoriales voraces. Alors que les échos d'un accord fragile résonnent encore depuis Doha, les patriotes Wazalendo affrontent une nouvelle offensive rwandaise, protégeant farouchement leur terre natale dans un balai mortel de feu et de détermination. Chers auditeurs d'Africa Flashes, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale qui vous plonge au cœur du brasier qui consume l'Est de la République démocratique du Congo. Ici, sur les ondes de votre source d'information intègre et engagée, nous ne nous contentons pas de relayer les faits. Nous les disséquons, nous les contextualisons, nous les humanisons pour que vous, citoyens vigilants de cette grande nation, puissiez saisir les enjeux profonds qui se jouent sous nos yeux. Aujourd'hui, 17 novembre 2025, alors que le soleil se lève sur un pays fier mais meurtri, nous vous emmenons sur les fronts de Kabaré et de Masisi, où les patriotes Wazalendo, ces gardiens incorruptibles de la souveraineté congolaise, tiennent tête à l'agression impérialiste venue de l'Ouest. C'est une histoire de résistance acharnée, de villages assiégés et de peuples qui refusent de plier. Installez-vous, car cette chronique n'est pas seulement un bulletin d'alerte, c'est un appel à la conscience collective, un rappel que le Congo ne se donne pas, il se défend. Imaginez la scène, chers auditeurs. Il est 4 heures du matin dans le groupement de Mitwaba, niché au cœur du territoire de Kabaré, en province du Sud Kivu. L'air est encore chargé de l'humidité résiduelle de la nuit, et les paysans, ces âmes laborieuses qui tirent leur subsistance des terres fertiles bordant le lac Kivu, sommeillent à peine après une veille anxieuse Kabaré. Cette étendue de 2500 km² aux reliefs accidentés, des plateaux ondulants descendant vers les rives tumultueuses du Grand Lac, parsemés de villages comme Tivanga, Tibanda ou Lukamanda, a toujours été un bastion de résilience. Géographiquement, c'est un carrefour stratégique, à mi-chemin entre Bukavu, la vibrante capitale provinciale, et les confins sauvages du parc des Virunga. Ce territoire est un verrou naturel contre toute incursion venue du Rwanda voisin. Mais ce matin-là, ce verrou a tremblé sous le poids d'une offensive brutale. Les premiers tirs, un grondement sourd d'armes lourdes, ces obusiers de 105 mm qui font vibrer la terre comme un tambour de guerre, ont retenti vers 4 heures précises. Selon les témoignages recueillis auprès de la société civile locale, des éclaireurs des patriotes Wazalendo, postés sur les crêtes escarpées dominant Tivanga, ont repéré les ombres mouvantes d'une colonne ennemie. Ces assaillants, coalition perfide du M23 et des forces armées rwandaises, car n'ayons pas peur de nommer l'éléphant dans la pièce. Le Rwanda, ce voisin qui se drape de dénis hypocrites, malgré les rapports accablants des Nations Unies sur ses ingérences répétées, avançait sous le couvert de l'obscurité. Depuis des mois, Kigali, sous couvert de sécurité frontalière, alimente le M23 en armes, en munitions et en troupes d'élite, transformant ce qui pourrait être un différend local en une guerre proxy au relent géopolitique. Rappelons-nous, l'histoire de cette implication rwandaise n'est pas nouvelle. Elle remonte aux années 1990, avec le génocide au Rwanda et l'exode des milices Interahamwe vers le Congo, semant les graines d'un cycle de vengeance qui a muté en appétit territorial. Aujourd'hui, en 2025, alors que le monde applaudit un cadre pour la paix, signé à Doha le 15 novembre dernier, un document qui promettait un cessez-le-feu et un retrait des forces étrangères, mais qui n'est déjà qu'un chiffon de papier taché de sang. Ces violations flagrantes démontrent l'hypocrisie des accords conclus sous la pression qatari et américaine. Une source anonyme de la société civile, une enseignante de Tivanga, que nous appellerons ici Mama Espoir pour protéger son identité, nous a confié dans un murmure haletant, alors que les détonations continuaient de secouer son téléphone. Nous avons été surpris par ces tirs d'armes lourdes et légères dès les premières heures. Tout le monde a peur au ventre. Les enfants pleurent, les femmes serrent leurs bébés contre elles, et les hommes saisissent ce qu'ils trouvent de comme armes, machettes, arcs ou les fusils rouillés des patriotes. Nous ne savons pas comment finira cette journée. Son témoignage n'est pas isolé. Il incarne
le calvaire quotidien de milliers de Congolais pris en étau. Car à Kabaré, la population est un mélange vivant. Des Chis majoritaires, fiers cultivateurs de bananes et de manioc, côtoyant des Tutsis congolais et des Hutus réfugiés dans un tissage ethnique que le M23, avec son discours ethniciste, cherche à déchirer pour mieux régner. Ces rebelles, nés en 2012 des cendres du CNDP, ce groupe Tutsi rwandophile, fondé par Laurent Nkunda, se présentent comme des libérateurs contre la discrimination. Mais leurs actes parlent d'eux. Pillage systématique, viol comme arme de terreur et une mainmise sur les mines d'or et de coltan qui font la richesse souterraine du Kivu. Vers 5h45, les affrontements se sont étendus comme une traînée de poudre. Dans l'aire de santé de Mulungu, un premier obus a frappé le dispensaire communal, projetant des éclats de béton sur les lits des malades Mulungu. Ce hameau modeste, aux cases en terre rouge, abrite une petite clinique soutenue par des ONG locales où les sages-femmes accouchent dans l'ombre des arbres à pin. Aujourd'hui, ces murs portent les stigmates d'une guerre qui ne respecte rien. Les détonations se sont propagées aux plantations de Kalonge, ces vastes étendues de thé et de café qui bordent le parc de Kahuzi-Biega, un sanctuaire de gorilles de montagne que le conflit menace d'engloutir dans le chaos. Là, au milieu des feuilles humides et des sentiers boueux, les patriotes Wazalendo ont érigé des barricades improvisées. Troncs d'arbres sciés à la hâte, fossés creusés à la pelle et des tireurs embusqués dans les sous-bois. Leur réponse a été immédiate et farouche. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, en synergie parfaite avec ses volontaires pour la défense de la patrie. C'est Wazalendo que nous honorons comme les véritables remparts de la nation, ont répliqué avec une précision tactique forgée dans les feux de l'expérience. Des mortiers ont été tirés en riposte, illuminant le ciel d'éclairs orangés, tandis que des drones de reconnaissance, acquis récemment via des partenariats bilatéraux avec l'Égypte et la Turquie, survolaient les positions ennemies pour guider les contre-attaques. À 7 heures, alors que le soleil perçait timidement à travers les nuages bas, la tension était palpable dans les localités environnantes Tibinda, Tombo, Lukamanda et Kafulama. Ces villages, interconnectés par des pistes latéritiques sinueuses où les marchés dominicaux échangent ignames contre sel, se sont figés dans une paralysie collective. Les écoles ont fermé leurs portes grinçantes, les champs ont été abandonnés aux corbeaux, et les routes, habituellement animées par les mototaxis vrombissantes, sont devenues des couloirs de fuite. Des familles entières, sacs sur le dos, ont convergé vers les collines plus élevées, cherchant refuge dans les grottes naturelles qui percent les falaises basaltiques. À 7 heures, il y a une tension indescriptible, nous rapporte un chef coutumier de Lukamanda, la voix tremblante mais résolue. Les détonations résonnent comme des coups de tonnerre, et chaque pause dans le bruit nous fait craindre le pire. Nos jeunes Wazalendo sont là, invisibles mais omniprésents, retenant l'ennemi avec une bravoure qui nous remplit d'orgueil et de larmes. Vers 12h03, la situation n'avait pas évolué. Les échanges de tirs persistaient, sporadiques mais intenses, avec des rafales d'AK-47 qui zébraient l'air comme des essaims furieux. Aucune casualty officielle n'était disponible à ce moment. Mais les rumeurs, portées par les ondes radio pirates, parlèrent de blessés graves parmi les civils, évacués à dos d'homme vers l'hôpital de référence de Kabaré. Pourquoi cette offensive maintenant, chers auditeurs? L'analyse géopolitique est limpide. Malgré le cadre de Doha, qui stipulait un retrait immédiat des forces rwandaises et une démilitarisation des zones contestées, Kigali teste les limites de la communauté internationale. Le Rwanda, dont l'économie dépend à 80% des exportations minières illicites vers l'est du Congo, coltan pour les smartphones, or pour les bijoux du Golfe, voit dans le M23 un prolongement de sa politique expansionniste. Paul Kagame, se dirigeant au pouvoir depuis 3 décennies, justifie ses incursions par la menace fantôme des FDLR, ces rebelles Hutus rescapés du génocide. Mais les faits contredisent cette narrative. Les rapports de l'ONU, corroborés par des images satellites, montrent des convois de RDF, l'armée rwandaise, traversant la frontière à Ruzizi avec des blindés T-55 et des hélicoptères Mi-24 qui larguent des parachutistes sur les plateaux de Kabaré. C'est une cause et un effet en chaîne. L'accord de Doha, bien qu'historique,
manquaient de mécanismes de vérification robustes, laissant la porte ouverte à ces provocations, et les Wazalendo, ces patriotes nés de la frustration face à une armée nationale parfois débordée, incarnent la riposte populaire. Formés dans les maquis des chefferies traditionnelles, ils opèrent en cellules autonomes, combinant guérilla low-tech, embuscades nocturnes, pièges artisanaux, à une intelligence locale inégalable. Leur rôle n'est pas celui de simples supplétifs. Ils sont le pouls de la résistance, protégeant non seulement les lignes de front, mais aussi l'identité congolaise face à l'érosion ethnique orchestrée par l'ennemi. D'ailleurs, observez le mouvement des troupes signalées dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17, des unités rwandaises en provenance du groupement de Bushumba, ce secteur frontalier poreux où la rivière Rusizi serpente comme une veine ouverte entre les deux pays, ont convergé vers Tivenga sous couvert de brouillard. Ce déplacement n'est pas anodin. Il s'inscrit dans une stratégie plus large d'encerclement visant à couper les axes de ravitaillement entre Kabaré et Bukavu. Les autorités locales, muettes pour l'instant, peut-être pour éviter la panique ou en consultation avec Kinshasa, n'ont pas réagi publiquement. Mais nos sources au sein des FARDC assurent que des renforts sont en route. Un convoi de 200 hommes, équipés de RPG-7 et de véhicules blindés Caspir, remonte la RN2 depuis Uvira. Jusqu'à 12h04, les détonations continuaient, un rappel lancinant que la guerre ne s'arrête pas aux signatures d'encre. Les localités citées, Tivanga, Mulungu, Kalonge, restent sous contrôle ferme des FARDC et des Wazalendo. Ces patriotes qui, il y a à peine 2 semaines, avaient repoussé une incursion similaire, laissant derrière eux une vingtaine de corps ennemis dans les broussailles. Mais Kabaré n'est qu'un théâtre dans ce drame plus vaste. Transposons-nous maintenant à quelques centaines de kilomètres au nord, dans le territoire de Masisi, province du Nord Kivu, où les Wazalendo viennent de signer une victoire éclatante, un rayon de lumière dans l'obscurité ambiante. Masisi, cette plaine fertile de 4000 km², juchée à 1500 mètres d'altitude, est un joyau stratégique. Ces sols volcaniques noirs produisent le meilleur café arabica d'Afrique, et ces forêts denses abritent des rivières poissonneuses et des troupeaux de vaches naines, mais aussi des gisements de cassitérites qui attirent les rapaces. Historiquement, c'est une terre de chefferie puissante, comme celle de Bachali ou de Bakoto, où les Hundes et les Nandes ont forgé une culture de solidarité face aux invasions répétées. Depuis 2021, le M23 y a gravé ses griffes, occupant des villages entiers pour y imposer une administration fantoche, taxant les mineurs artisanaux et recrutant forcés parmi les jeunes Tutsis. C'est hier, dimanche 16 novembre, que l'histoire a basculé. Dans les villages de Kashangé et Nyampanika, perchés dans la chefferie de Bachali, les patriotes Wazalendo ont lancé une offensive éclair qui a délogé la coalition M23 RDF de ses positions. Tout a commencé samedi matin avec des patrouilles de reconnaissance. Des éclaireurs Wazalendo, guidés par des bergers locaux familiers des sentiers cachés, ont identifié les faiblesses ennemies. Un poste de commandement isolé près d'une source thermale et des entrepôts de munitions mal gardés. À l'aube du dimanche, vers 6 heures, les premiers assauts ont été menés avec une coordination magistrale. Des tireurs d'élite, perchés sur les bananiers, ont ouvert le feu, couvrant l'avancée des assauts au sol armés de fusils de chasse modifiés et de grenades artisanales. Les affrontements ont été violents, un chaos de cris et de fumée où les obus de mortier pleuvaient comme une averse tropicale. C'était comme si la terre elle-même se rebellait, nous raconte un rescapé de Nyampanika, un cultivateur du nom de Papa Kabila, les yeux encore emplis de l'horreur. Les rebelles ont fui en abandonnant leurs armes, leurs uniformes kaki tachés de boue et de sang. Nous, les Wazalendo, nous avons marché sur leur position, chantant l'hymne national, et pour la première fois, depuis des mois, nos enfants ont pu sortir jouer, sans peur. À l'issue de ces clashs, qui ont duré jusqu'au milieu de l'après-midi, Kashangé et Nyampanika, ces hameaux d'une centaine d'âmes chacun, avec leurs cases rondes coiffées de chaume et leurs églises en adobe, sont passés entièrement sous contrôle. Wazalendo. Les habitants, traumatisés, n'ont pas tardé à fuir. Certains, vers le centre de Masisi, à 20 km de là, où des camps improvisés s'entassent sous des bâches plastiques. D'autres, plus audacieux, sont restés coincés dans leurs maisons, barricadés derrière des meubles renversés. Ce lundi 17,
Certains osent revenir, attirés par la présence rassurante des patriotes. Des silhouettes en treillis vert olive, arborant le brassard tricolore de la résistance, patrouillant les rues avec une vigilance de lynx. Nyampanika, à seulement 5 km du chef-lieu, est un point névralgique. Sa proximité avec la route nationale RN3 en fait une porte d'entrée vers Goma. Et les Wazalendo y ont installé un poste de contrôle, fouillant les convois suspects pour intercepter les armes rwandaises camouflées en cargaison de thé. Mais la vigilance reste de mise. Vers 11 h ce matin, de nouveaux combats ont éclaté du côté de Kivuli, dans la chefferie de Bakoto-Mokoto. Là, les rebelles M23, soutenus par des blindés RDF fraîchement déployés depuis la frontière de Goma, ont tenté une contre-offensive désespérée. Les Wazalendo, regroupés sous la bannière du mouvement ANCDH-AFPD, dirigé par le général-major Jean-Marie Bonane. Ce stratège chevronné, ancien officier des FARDC, passé à la résistance par conviction patriotique, ont opposé une riposte ferme. C'est une réponse viscérale à leur visée expansionniste, analyse un expert militaire congolais que nous avons consulté. Les M23 visent Pinga, dans le territoire de Walikale, pour couper la route du Nord Kivu vers le Maniema. Mais nos patriotes, ancrés dans le terrain, transforment chaque colline en forteresse. Les échanges ont été intenses. Des drones M23 abattus par des tirs anti-aériens improvisés, des embuscades où les Wazalendo, connaissant chaque ravine comme leur paume, ont infligé des pertes sévères à l'ennemi. À midi, la situation penchait en faveur des défenseurs, avec des rapports de capture d'armes, un arsenal de 50 fusils et 2000 cartouches qui renforcent les arsenaux locaux. Cette victoire à Massissi n'est pas un accident, chers auditeurs. Elle s'inscrit dans une chronologie de résilience. Rappelez-vous, en janvier 2025, lors de l'offensive de Goma, le M23 avait balayé les défenses, occupant Massissi et Minova en un éclair. Mais les Wazalendo, mobilisés par un appel national du président, ont inversé la tendance au printemps, recapturant des villages comme Saké grâce à une guérilla asymétrique. Aujourd'hui, malgré le cadre de Doha, qui, ironiquement, a libéré des détenus du M23 sans exiger de garantie, les combats persistent sur toutes les lignes de front, à Walikale, Rutshuru et même aux abords du parc des Virunga. Les patriotes tiennent bon, contrecarrant chaque avancée rwandaise. Pourquoi? Parce que le M23 n'est pas qu'un groupe armé. C'est un rouage dans la machine extractive rwandaise, les minerais de Massissi, ces veines de tungstène et de tantale qui alimentent l'industrie high-tech mondiale, transitent par Gisenyi, gonflant les caisses de Kigali de milliards de dollars annuels. Les Wazalendo, en reprenant ces zones, ne défendent pas seulement des villages. Ils protègent l'économie nationale, forçant le monde à regarder en face cette économie de guerre qui prospère sur le dos des Congolais. Au-delà des fronts militaires, cette escalade a des répercussions humaines dévastatrices. Prenez le cas de Marie, une veuve de Kashangi, que nous avons rejointe par appel satellite. Mon mari a été tué en février dernier, lors d'une patrouille Wazalendo. Hier, j'ai vu les rebelles incendier notre champ de maïs. Mais aujourd'hui, avec les patriotes de retour, j'ose espérer. Ils nous distribuent du riz, réparent le puits et nous racontent des histoires de Congo unis pour nous redonner courage. Ces témoignages, tissés dans le quotidien, humanisent le conflit. Ce ne sont pas des abstractions, ce sont des vies brisées et reconstruites. Les conséquences sont multiples. Une inflation galopante à Bukavu, où le sac de riz a doublé de prix. Des écoles fermées, privant 200 000 enfants d'éducation, et un exode massif vers l'Ouganda et le Burundi, gonflant les camps de réfugiés à plus d'1 million d'âmes. Géopolitiquement, cela affaiblit la SADC, dont les troupes sud-africaines patrouillent Goma sans grand effet, et renforce les appels à une force onusienne renforcée, une idée que Kinshasa pousse depuis des mois. Et tandis que les canons tonnent, une lueur d'unité nationale émerge du terrain sportif. Hier soir, à Rabat, au Maroc, nos léopards ont arraché une victoire historique face au Nigeria lors des barrages pour la Coupe du Monde 2026. Un match épique conclu au tir au but, 4-3, après un 1-1 acharné où Cédric Bakambu a marqué l'égalisation d'une volée magistrale et où le gardien Lionel Mpassi s'est mué en muraille.